tous les corps sont différents, donc il y a des personnes, ce qui va marcher pour elles, on parle de protéines, c'est de manger 2 œufs le matin, et puis d'autres qui vont faire des pancakes comme toi, et puis ça va être très bien, et d'observer comment est-ce qu'on se sent, est-ce que si je mange sucré, si je mange protéiné, salé, voilà, qu'est-ce qui se passe, et c'est à moi de trouver mon équilibre en fonction de qui je suis, de ce que j'aime, de mon rythme de vie, et de pas suivre un plan rigoureusement donné par une personne externe qui connaît rien à votre vie. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Pour cet épisode, je reçois Julie Rojon, thérapeute et naturopathe spécialisée dans l'alimentation émotionnelle. Julie a elle-même cohabité avec l'alimentation émotionnelle pendant des années et elle est l'auteure du livre « Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle » paru aux éditions First. Bienvenue Julie, je suis hyper heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. J'ai une première question pour toi, vraiment une question sur ton expérience personnelle et ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment t'es arrivée à l'alimentation émotionnelle et comment t'es arrivée aussi à... Je crois que tu formes d'autres thérapeutes sur l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, merci beaucoup Camille pour ton invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors l'alimentation émotionnelle, moi ça a été une grande partie de ma vie, puisque j'ai commencé à avoir un déséquilibre relationnel avec l'alimentation. Je pense autour de mes 12-13 ans avec l'arrivée de la puberté, j'ai un peu du mal à le resituer, c'est un peu flou, mais c'est arrivé relativement tôt. Je me souviens de moments de goûter où j'allais me resservir plus que de raison, mais c'était pas forcément de la gourmandise, c'était pas du tout de la faim, il y avait autre chose derrière. Et puis ça a évolué au fil des années avec des comportements qui ont été très boulimiques avec la nourriture. Donc j'étais capable de manger des quantités très impressionnantes. Et puis après derrière il y avait des phénomènes de compensation. Donc j'ai fait des régimes restrictifs très tôt pour maigrir et je maigrissais très vite. Mais après je reprenais toujours du poids et je suis rentrée dans un système très contrôlant de je mange beaucoup parce qu'il y a quelque chose à combler. Et puis vraiment des quantités parfois astronomiques. Je me souviens, je crois qu'un des jours qui m'a le plus marqué et dont je parle régulièrement, c'est une fois où j'ai dû manger 12 yaourts d'un coup, je sais pas, des yaourts nature qui ont gustativement aucun intérêt. Et derrière, hop, stratégie de compensation, beaucoup de sport, régime, prise de laxatifs. Donc voilà comment l'alimentation émotionnelle est arrivée dans ma vie. Et puis j'ai eu la chance de m'en sortir. Je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui, c'est un message vraiment d'espoir et d'optimisme. On peut tous s'en sortir. Et je dirais que je suis tranquille depuis mes 30 ans, j'ai plus de crise, de boulimie, de phénomènes compensatoires. Néanmoins, en toute honnêteté, jusqu'à il y a peut-être 1 an et demi, je pense qu'il y avait des moments où il y avait un petit peu de stress et j'avais tendance à tomber la cuillère dans le pot de quelque chose qui me plaisait bien, de prendre une petite poignée d'oléagineux pour me déstresser, on va dire, pour me faire redescendre, et qu'il y avait toujours un peu cette préoccupation du poids. Mince, je me sens très bien comme je suis, je n'interviens pas pour perdre du poids, néanmoins, j'aimerais bien retrouver mon poids de forme. Et ça, je m'en suis complètement débarrassée il y a 1 an et demi. Ok, merci. On va parler de comment tu t'en es sortie. Je vais te poser des questions là-dessus. Alors, une question, qu'est-ce que c'est l'alimentation émotionnelle ? Je sais que dans ton livre que j'ai écouté, que je vous conseille, on va parler du livre à la fin aussi, tu dis « je l'ai appelé alimentation émotionnelle parce qu'il faut bien lui donner un nom ». Qu'est-ce que c'est pour toi l'alimentation émotionnelle ? C'est le fait de vivre des émotions qui sont fortes, des émotions agréables ou des émotions désagréables. Et ces émotions sont tellement intenses qu'en fait on va manger pour se calmer, parfois même pour s'anesthésier parce que l'émotion est trop violente et trop intense à accueillir. Alors j'aime bien ce terme d'alimentation émotionnelle parce que je le trouve assez doux.
J'ai parlé de boulimie. La boulimie, c'est un mot fort. Hein. Moi, j'ai mis le terme de boulimie justement sur ce que j'avais vécu en écrivant le livre. Je me suis rendu compte que, ah bah oui, en fait, c'est ça que j'ai vécu. Ça peut être diagnostiqué par le corps médical, comme l'hyperphagie, comme l'anorexie. Mais il y a aussi tous ces moments où on va grignoter de façon intempestive pour combler quelque chose. Il peut y avoir aussi des phénomènes d'alimentation émotionnelle qui sont bien accueillis. Je suis avec mes amis, avec ma famille, je vis un moment hyper heureux et ben on va tous trop manger par rapport à nos besoins physiologiques. C'est de l'alimentation émotionnelle, mais c'est carrément ok. Pour moi, l'alimentation émotionnelle dans le cadre là dont on parle, c'est une alimentation émotionnelle qui va nous faire souffrir. Derrière, on va avoir de la culpabilité, on va avoir de la honte, on va se sentir mal, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, etc. Et ça génère une certaine souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de problème de santé, pour moi c'est un non-sujet, on a le droit de manger de façon émotionnelle. Est-ce qu'on peut parler, parce que quand tu décris là, voilà, ce cycle des émotions, donc je sais que je vais aller vers quelque chose qui me soulage, et en même temps, je sais que ça va avoir des conséquences négatives pour moi, mais je peux pas m'en empêcher, donc je le fais quand même. Ça me fait penser à la définition que Gabor Maté il donne de l'addiction. Est-ce qu'il y a cette dimension d'addiction dans l'alimentation émotionnelle ? Est-ce que c'est une partie de la définition en tout cas ? Alors moi je pense, là les avis divergent vraiment. Je pense que c'est le même, pour moi c'est vraiment le même phénomène au niveau psychologique. J'ai besoin d'une cigarette, j'ai besoin de ma dose d'alcool, j'ai besoin de ma dose de sport. Il y a des gens qui sont complètement addicts au sport aussi. Hein. J'ai besoin de ma dose en gros d'endorphine pour redescendre. Après, est-ce qu'il y a une réelle addiction au sucre, par exemple, et au gras ? Moi, je pense que oui, puisque ça réveille des circuits de la récompense au niveau du cerveau. Aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement qu'il peut y avoir une certaine addiction. Néanmoins, voilà, moi je suis pas scientifique et les avis divergent à ce niveau-là. Mais comme tu le pointes, au niveau psychologique, ce schéma de j'en ai besoin finalement pour aller mieux et je ne peux pas m'en empêcher, même si je suis consciente de ce qui est en train de se jouer, c'est de l'addiction finalement. Ouais, on va y revenir sur le sucre. On va pas se concentrer... on va prendre le même parti pris que dans ton livre, on va pas se concentrer sur ce qu'on met dans son assiette, mais on en parlera rapidement à la fin pour comprendre comment est-ce qu'on peut casser ce cycle justement. Et tu parles aussi de l'identité alimentaire, alors c'est une partie du livre qui m'a beaucoup intéressée, du côté social aussi, on en a tu l'as un petit peu évoqué, un bon repas partagé, et ce moment qui nourrit aussi en fait, il y a l'alimentation qui nous nourrit, mais le fait d'être avec les autres, de ressentir peut-être cet amour, cette joie, ça nous nourrit aussi. Et ça, quand on est dans le cycle de l'alimentation émotionnelle, en fait, ça devient une source d'anxiété, ce côté social. Et ce côté social qui est devenu un petit peu exagéré. D'ailleurs, moi, je raconte souvent l'histoire de ma grand-mère qui est allemande. Et depuis des années, elle me dit « Mais Camille, tu te rends pas compte combien il y a d'émissions à la télé sur la nourriture ? Je crois qu'on essaie de distraire les gens de ce qui se passe dans le monde. » Et c'est ce bon sens d'une grand-mère de 90 ans aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et il y a un truc un peu, que moi je trouve un petit peu malsain sur le fait que la nourriture elle devienne un objet de distraction, de compétition avec tous ces concours et du coup on sort de juste la nourriture qui nous nourrit en fait. Et qui nous donne du plaisir. Exactement. Et donc, en France et peut-être dans les pays latins en général, je sais que dans ton livre tu parles de l'Italie, de l'Espagne, on prend encore le temps de manger quand même et on passe pas mal de temps à table quand même. Et voilà, être avec quelqu'un, partager un repas, c'est nourrissant, mais dans l'alimentation émotionnelle, il y a ce phénomène où on se cache. Exactement. On va chercher le réconfort quand on est seul, en fait. Et on peut avoir que ce réconfort que si on est seul. Donc, pourquoi ? C'est quoi le rôle de la honte là-dedans ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est complètement vrai. Finalement, les restos avec les amis, les repas les uns chez les autres, les repas de famille, là on sort des périodes de fête. Les périodes de fête peuvent créer une énorme anxiété parce que comment est-ce que je vais faire ?
moi, face à toute cette nourriture, comment est-ce que je vais me contrôler? Est-ce que je vais être jugée par les autres? Je mange trop, je mange pas assez, et du coup on vit de l'anxiété par anticipation. Il y a même des personnes qui se coupent de leur cercle social. Je vais plus boire un verre parce que si je vais boire un verre avec mes amis, eh bien je vais prendre quelque chose qui va être rempli de potentiellement d'alcool ou de sucre, et puis je vais grignoter un petit peu n'importe quoi. Donc je préfère ne pas y aller parce que j'ai peur de passer la limite et de devenir incontrôlable et de sortir de ce qui est bien, la définition de ce qui serait bien pour moi, que je me suis auto-attribuée. Et si on sort de ce cercle-là, effectivement, c'est hyper honteux d'aller vers de trop manger, de pas assez manger. En tout cas, nous, on porte une honte, un jugement, une culpabilité même sur ce qu'on fait et sur qui on est. Que vont dire les autres de moi? C'est plus facile si je fais ça chez moi, seule, que j'ouvre mes placards. Finalement, personne ne regarde, personne ne le sait. Même pas forcément les personnes qui vivent sous mon toit. J'entends, alors moi, dans les personnes que je suis, j'ai un public très féminin. Et je sais qu'il y a une partie par exemple, des gâteaux qui sont achetés pour le conjoint, la conjointe, pour les enfants. Et puis, il y a une autre partie qui est complètement cachée. Où si je vais tout manger, je vais remplacer pour pas que ça se voit. Donc, même des personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. C'est une souffrance qui est vraiment tue. Et on peut la comprendre parce que pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec l'alimentation? Je mange trop, c'est futile, alors qu'il y a des milliers d'enfants tous les jours qui meurent dans le monde de malnutrition. La culpabilité et le poids est énorme. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à me contrôler? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Merci beaucoup. Et puis on va parler... Après, quand on arrive aux solutions, est-ce que c'est aussi simple que juste se laisser ressentir ses émotions? On va voir, on va en parler dans les solutions. Et un autre point que je voulais aborder, c'est que en fait, ce qui est un peu particulier dans l'alimentation émotionnelle, c'est que si on part du principe qu'il y a une forme, un certain degré d'addiction. On a parlé des autres addictions, la cigarette, la course à pied. Le truc avec l'alimentation émotionnelle, c'est que potentiellement ça se voit, parce qu'il y a un yo-yo au niveau du poids, peut-être que notre silhouette elle change, et puis après on sort de chez nous, de ces moments là où on était tout seul avec nos paquets de gâteaux, on sort de chez nous, et puis on se prend ces injonctions dont tu parles beaucoup dans le livre, ces injonctions autour du corps parfait, on se les prend vraiment en plein dans la tête, parce que oui, tu dis des injonctions subtiles, et en même temps, si on commence à y faire attention, elles sont pas si subtiles que ça, hein, dans les magazines, les affiches, elles sont partout en fait. Et du coup, je réfléchissais à ça, où je me disais, on tombe dans une situation où il n'y a pas vraiment de bonne solution, parce que avoir quelques kilos en trop, c'est pas bien perçu, avec ce rejet des personnes en surpoids, etc. Et puis en même temps, il y a une espèce de honte à admettre je suis au régime, ou à admettre que j'aimerais perdre quelques kilos. Surtout, je crois, dans le monde du développement personnel et peut-être des médecines un peu naturelles, où on est dans ce truc, je suis OK avec mon corps. Et je me souviens qu'il y a quelques temps, tu avais posté sur les réseaux sociaux que, oui, j'ai le droit de vouloir perdre 2-3 kilos, j'ai le droit de vouloir me réconcilier avec ma silhouette. Et ça m'avait marqué, parce que je me suis dit, tiens, en fait, c'est dans l'autre sens, finalement. Et donc... Est-ce que tu peux débroussailler un petit peu ça, et ça a été quoi l'évolution de l'image de toi? Alors, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est pas antinomique. En fait, des injonctions, on en a partout. Les injonctions de la minceur, de la beauté, du corps parfait, de la peau parfaite et compagnie. Et puis, d'un autre côté, les injonctions de... en fait, il faut que tu t'acceptes absolument comme tu es, etc. En fait, de tous les bords, ce sont des injonctions. Donc, le travail, c'est de trouver, son propre équilibre, de savoir quel est... je sais pas, on peut parler de poids de forme, et encore le poids, on s'en fiche, puisque au niveau de la composition de notre corps, est-ce qu'on a plus de muscles, plus de gras, plus d'eau, ça change complètement le poids, mais en tout cas, je vais vers un équilibre qui, moi, me convient, et puis un corps dans lequel je me sens bien, qui me permet de faire ce dont j'ai envie, et dans lequel je me trouve belle ou beau, tout en respectant le corps qui m'a été donné. Moi, par exemple, si je voulais faire un 34, un 36, en fait, faudrait que je sois au régime toute ma vie. Ça correspond pas du tout à ma morphologie. Donc ça, c'est non. Et je me suis réconciliée petit à petit avec le corps qui m'avait été donné. Alors, tout ce processus, il a été long. Moi, j'ai jamais fait ça s'est jamais trop vu, mes comportements alimentaires, parce que j'ai jamais fait
une variation de plus que, je sais pas, ce que j'aurais en tête, c'est 4-5 kilos grand max. Donc finalement, qui est la variation commune des gens entre hiver, je mange beaucoup de raclette, et puis été, je vais manger plus de salade et faire, je sais pas, plus de vélo. Du coup, forcément, le corps change. Moi, mon entourage était au courant parce que j'en ai tout de suite beaucoup parlé, parce que ça engrainait énormément de souffrance. Mais du coup, mon corps n'a finalement pas tant changé. Et ça a été long d'accepter que, en fait, non, je ferai jamais je ferai jamais une taille 36, comme peut-être la plupart des amis qui m'entourent, parce que ça ne correspond pas à ma morphologie. Et ce travail-là, il a été compliqué. J'avais l'impression d'être à l'intérieur de moi qu'il y avait deux personnes, parce qu'en même temps, il y a une colère et une révolte qui est absolument énorme contre l'industrie, à la fois l'industrie agroalimentaire qui nous met plein d'images d'alimentation très riche, très grasse, etc. Et puis en même temps, à côté, on voit une femme qui est rachitique et celle à laquelle on devrait ressembler. Donc finalement, vraiment la révolte contre tous ces messages qui nous sont donnés. Et puis en même temps, il y a une partie de moi qui a quand même envie d'y ressembler. Et c'est dur de se l'avouer, ça. Et moi, j'ai beaucoup de personnes que je reçois qui sont aussi dans cette ambivalence. Et c'est tout à fait normal. Donc, comment est-ce qu'on arrive à complètement lâcher ça et à voir que sa beauté est ailleurs, que la moyenne de la taille des pantalons, des vêtements, etc. des femmes françaises, je crois que c'est du 42. Donc, en fait, on est complètement dans la norme. Et ce cursus à remettre, je trouve qu'il est assez long. Et moi, je me suis vraiment sentie bien quand en fait j'ai trouvé le corps dans lequel je me sentais bien. Il y a, tu vois, quelques minutes, on parlait je te disais, il y a 2-3 kilos, tu vois, que j'aurais bien aimé perdre à un moment donné. C'était ces petites poignées que je prenais par-ci, par-là. Un tout petit peu, on va dire, d'alimentation émotionnelle, mais qui restait cristallisée sur mon corps. À partir du moment où j'ai complètement lâché ça, et bien en fait, mon poids s'est complètement stabilisé et je me suis sentie à mon aise. Donc, c'est vraiment quand l'alimentation émotionnelle, je l'ai complètement lâchée, et ben en fait, mon corps a retrouvé ses marques. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie bien. Mais parce que j'étais sûrement en paix complète dans ma tête, j'étais en paix aussi avec mon corps. Et tu parles à un moment aussi du fait que la nourriture, elle finit par régir notre quotidien, finalement, et que on n'est même pas sorti du lit le matin, qu'on pense déjà, ok, qu'est-ce que je vais devoir manger au petit déjeuner et comment je vais organiser mon déjeuner, peut-être parce que je suis au bureau, etc. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment fait penser au cycle de l'addiction émotionnelle dont je parle pas mal avec l'anxiété, en fait, où dès le matin, en fait, je suis même pas sortie de mon lit, que j'ai des pensées qui produisent déjà du cortisol, et puis en fait, je deviens addict à mes propres hormones du stress, en fait, parce que je dois produire du cortisol pour venir matcher ma biologie interne, pour que ce qui se passe entre ma tête et dans mon corps, ça matche, et le cerveau, il fait ça, hein. Il fait ça très très bien. Et du coup, je fais un parallèle avec ce schéma que tu décris très bien dans le livre, qui est ce schéma de découragement que moi j'ai vraiment associé au shutdown, en fait, dans le système nerveux, quand on est dans cet état où voilà, tout paraît insurmontable, on est complètement découragé, on a presque plus envie de sortir de son lit. Et puis les moments où ça y est, on croit avoir trouvé la prochaine solution miracle, et donc là il y a remobilisation dans le système nerveux, ce serait fight or flight, ça y est, on est remobilisé, on peut se relever de cet état-là. Donc ma question c'est, est-ce que c'est possible de juste maîtriser ses pensées, ou est-ce que c'est plus facile si on passe par le corps? Eh ben, en fait, je te dirais les deux. Ouais, par où on commence? Par quel bout on le prend? Alors, moi, j'aurais tendance à... La façon dont je travaille le plus souvent, c'est d'abord, on passe par le corps. On guérit le corps, on va s'occuper du physiologique. Parce que déjà, c'est peut-être plus simple à mettre en place. Et si on se sent mieux dans son corps, si on voit déjà une amélioration, alors c'est plus facile d'aller sur le versant psychologique. Parce que tu parles des pensées. Et ces pensées, d'aller les analyser, quand est-ce qu'elles arrivent, quelles émotions elles me provoquent, quelles sont les pensées automatiques qui sont engrangées par mon subconscient, et puis quel finalement schéma inconscient provoque toutes ces pensées qui sont automatiques et par quoi je peux les remplacer, comment est-ce que je peux mieux apprivoiser mes émotions et apprendre à vivre avec, apprendre à les accueillir. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme, et bien sûr au bout d'un moment, l'anxiété baisse, on fait plus de liste dans sa tête, tout ce que j'ai mangé, tout ce que je dois manger aujourd'hui, et qui évidemment crée un stress qui est latent. Moi, j'étais capable de réciter dans ma tête, j'avais un peu quand on est enfant à la maternelle, il y a des calendriers.
pas si t'as le même souvenir. Moi, dans ma tête, c'est le même calendrier, grosso modo. Enfin, c'était le même calendrier. Et puis, j'étais capable, pendant une semaine, de me souvenir de tous les menus, de tout ce que j'avais mangé. Je comptais, je prévoyais, etc. Là, si je n'arrive pas à... En même temps qu'on parle, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier midi ? Mais en fait, là, je m'en souviens plus. Donc, on peut y arriver... et c'est vrai que c'est extrêmement anxiogène de culpabiliser de tout ce qu'on a mangé, de tout ce qu'on devrait manger, ou alors génial, j'ai passé une journée parfaite, j'ai pas grignoté, j'ai pas mangé d'aliments que je qualifie comme pas bien, et comment est-ce que je vais continuer aujourd'hui, etc. Et en plus de l'alimentation émotionnelle et de j'ai peut-être envie de contrôler mon poids, de contrôler ce que je mange, il y a aussi toutes les injonctions de la santé qu'on voit aujourd'hui. Oh attention, ce pain au chocolat plein de gluten, de beurre, en plus il est pas bio qui sort de la boulangerie, et ben après voilà, ça rajoute une injonction supplémentaire. Tu parlais tout à l'heure de toutes les émissions de cuisine qu'on voit, que regarde peut-être ta grand-mère. Il y a aussi là-dedans toutes les émissions cuisine santé qui nous donnent de nouvelles injonctions, et en fait on devient complètement dingue, puisqu'en fait on a des infos tous azimuts qui sont contradictoires, et en fait quand on est en proie à l'alimentation émotionnelle, mais ça fait quand même beaucoup à gérer. Oui, en termes de charge mentale, c'est sûr que c'est assez... Et voilà, donc il y a ces régimes alimentaires, il y a toutes ces émissions santé, et les régimes alimentaires, souvent dans l'alimentation émotionnelle, du coup on les enchaîne. Toi, je crois que c'est ce que voilà, t'as vécu, on cherche voilà, le paléo. Ah, moi je suis une pro des régimes. Le paléo, le low carb, et ça c'est pas sans conséquence non plus au niveau de notre organisme. Et j'ai vraiment fait un lien quand j'ai écouté ton livre. Tu parles à un moment des déséquilibres hormonaux. Alors tu donnes voilà, une liste, hein, mais les déséquilibres hormonaux, ça m'a particulièrement marquée parce que ça a été vraiment mon histoire avec l'alimentation émotionnelle. Moi, ça a commencé à peu près au lycée. Alors un petit peu plus tard que toi, mes parents ont divorcé l'année de mon bac, et puis c'était vraiment, voilà, mon alimentation, c'est là où j'avais le contrôle. J'avais le contrôle sur 2 choses dans ma vie, c'était mes notes. J'étais une excellente élève, 17 au bac, tout ça. Et mon alimentation. C'était les 2 seuls trucs où j'avais le contrôle sur ma vie, le reste, tout partait à volo. Et puis moi, en fait, j'ai jamais... Ça m'a mis des années à dire que j'avais eu des troubles alimentaires à cette période-là de ma vie, parce qu'en fait, je rentrais de aucune case. Ça veut dire que c'était pas l'anorexie, c'était pas de la boulimie, je mangeais, mais je mangeais que de la salade et du fromage blanc 0%. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire, je sais pas, c'est de l'orthorexie, j'en sais rien. Mais j'avais pas vraiment de case. Et puis après, je suis partie à Paris, et puis là, j'étais dans des études de droit que j'aimais pas du tout. Mais je voulais pas me l'admettre parce que c'était un programme hyper élitiste dans une super bonne fac. Et donc c'était très dur de lâcher ça. Et là, ça a commencé à être plus voilà, de l'hyperphagie. Je pouvais m'enfiler, je me souviens. À chaque fois que j'étudiais et que j'apprenais des trucs, il fallait que comment on dit, je m'avale des paquets, je me souviens les noix de cajou, c'était une catastrophe. Et là du coup je suis devenue végane pour mettre un cadre à tout ça, remettre un cadre. Et j'avais beaucoup de problèmes hormonaux, et j'ai eu un diagnostic de SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et là on m'a donné la pilule parce que c'était le seul truc qu'il y avait. Le seul remède. Voilà, et moi j'étais pas encore du tout dans la naturopathie et tout à ce moment-là, donc j'ai juste cru ma gynéco sur parole, j'ai pris la pilule comme une bonne élève, que j'ai très bien supporté pendant 5-6 ans. Et puis la 6e et la 7e année, ça a commencé à être une catastrophe. Je faisais une dépression, vraiment une dépression. C'était du trouble dysphorique prémenstruel, une dépression chaque mois avant mon cycle. C'était impossible. Et j'ai fini par arrêter. Et puis là, ça m'a fait prendre conscience, en fait, de l'anxiété qui était là et que je pouvais plus ignorer, en fait. Et c'est à ce moment-là que ma guérison, elle a commencé. Et t'écouter, ça m'a permis de faire le lien et de me dire, ah tiens, en fait, il y avait tous ces troubles alimentaires qui m'ont donné des déséquilibres hormonaux, parce que quand dans l'adolescence, on est dans une croissance, et quand je mange 0 gras, 0 rien, c'est quand même très difficile au niveau des hormones. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences des régimes, peut-être au niveau hormonal, peut-être le métabolisme, peut-être au niveau de la santé mentale aussi, puisque c'est notre sujet ici avec l'anxiété? En fait, ça peut avoir des répercussions sur tout. Alors bien sûr... c'est pas forcément juste ce facteur-là qui déclenche. Je voudrais pas que mes propos soient pris pour argent comptant, mais il peut y avoir effectivement un gros déséquilibre au niveau hormonal, puisqu'il y a un déficit en bon acide gras. Les années 90-2000, on a vraiment tapé, les régimes ont tapé très fort sur le gras. Le gras est diabolisé. Encore aujourd'hui, quand je propose à des personnes de prendre une cuillère à soupe de bonne huile par jour, c'est extrêmement difficile, puisque dans l'inconscient collectif, le gras c'est le mal.
mâle. Alors que le gras permet justement une bonne production hormonale. Et chez les femmes, on voit souvent des aménorrhées, donc une absence de cycle, il n'y a pas forcément une absence de cycle, mais en tout cas une absence de règles de menstruation grosso modo tous les mois. Il peut y avoir des douleurs très importantes à chaque nouveau cycle qui arrive. Comme tu as pu le vivre, il y a aussi des personnes qui dans 15 jours avant d'avoir leurs règles ont tu as parlé de syndrome dysphorique, voilà. C'est de plus en plus connu, mais il n'y a pas tant de gens qui connaissent ce mot-là, mais grosso modo, tu pourras peut-être le détailler, mais c'est une dépression atroce, on a envie de se jeter par la fenêtre, alors que dans notre vie, il n'y a pas forcément de grands changements, c'est juste vraiment les hormones qui nous tombent dessus et c'est extrêmement difficile à vivre. Parce qu'il y a une sous-production, notamment de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, un peu des amoureux, cucu les oiseaux, je me sens bien. Et en fait, cette sérotonine, elle est générée à 80% dans les intestins. Et quand on est sujet à l'alimentation émotionnelle, qu'on fait beaucoup de régimes, restrictifs ou pas, en fait, qui nous génèrent du stress, tout ça va endommager notre paroi intestinale et nos intestins. Et si nos intestins sont endommagés, si notre microbiote, donc ces fameux 1,5 kg grosso modo de parasites, bactéries qui nous habitent et avec qui on cohabite super bien, si tout cet écosystème est déséquilibré, alors je vais avoir une mauvaise production de neurohormones, de neurotransmetteurs qui vont arriver jusqu'à mon cerveau. Et si j'ai une sous-production ou une mauvaise production de tout ça, eh bien ça va engendrer des dépressions, des troubles de l'humeur et compagnie. Il peut y avoir aussi, et j'en parle dans le livre, si les intestins sont abîmés, c'est aussi la grande porte d'entrée à toutes les maladies auto-immunes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les maladies du siècle. J'ai mal au ventre, rectocolite hémorragique, les maladies de Crohn, tout ce qui peut en découler, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont en hypothyroïdie. Et on va dire que la cause de la cause de la cause, ça peut être la façon de m'alimenter et le stress que tout ça génère dans ma vie. Donc on peut mettre plein de choses dans le même panier en fait, on peut se reconnaître avec une alimentation qui n'est pas forcément adaptée de par les quantités et le stress qu'elle génère, peuvent dérégler le fonctionnement du corps. Mais gros bémol, on fait du mieux qu'on peut. Donc il ne faut pas que ce discours-là génère un stress supplémentaire. Je suis en train de mal manger, je suis en train de bousiller mon corps, je vais être malade, ce qui est parfois la pensée de certaines personnes et je les comprends. En fait, on fait du mieux qu'on peut et on n'a pas décidé qu'on allait abîmer son corps. C'est juste important de comprendre tout le processus pour pouvoir le guérir parce que le corps a une capacité de régénération absolument extraordinaire et si on l'abîme, c'est pas grave, on va le réparer. Faut pas que ça rajoute une culpabilité supplémentaire, chaque chose en son temps. J'aime beaucoup ça, on va le réparer. Tu l'as évoqué hyper rapidement, mais je voudrais parler juste quelques minutes du rôle de l'industrie justement. Tu as parlé de cette colère contre l'industrie et puis je me disais c'est marrant parce qu'avec les sujets de l'anxiété, de l'alimentation émotionnelle, c'est magique, on couvre toutes les principales grandes industries, ok. L'industrie pharmaceutique avec les anxiolytiques et les antidépresseurs dont on est hyper friand nous en France et qui sont basés sur le postulat que l'anxiété et la dépression c'est des déséquilibres chimiques dans le cerveau et qu'on va s'en sortir comme ça. Il y a l'industrie de la beauté et de la chirurgie esthétique qui font des milliards sur le fait que les gens se sentent pas beaux et ne s'aiment pas finalement. Et puis les grands groupes alimentaires que moi j'ai pas mal côtoyés dans ma vie d'avant qui jouent sur la dimension addictive de l'alimentation émotionnelle puisque finalement voilà, ces biscuits dont on parlait, la junk food, etc., elle est créée en laboratoire pour savoir exactement combien de sucre, combien de gras il faut pour rendre quelqu'un dépendant et que la personne veuille y revenir. Donc on a parlé un petit peu de l'addiction au sucre. Dans quelle mesure la nature de ce qu'on mange en fait va jouer sur l'alimentation émotionnelle ou va cultiver en tout cas ce cycle et comment est-ce qu'on peut faire pour amener plus de vivant dans son assiette parce que tu parlais des yaourts tout à l'heure mais moi je me souviens quand j'étais dans l'alimentation émotionnelle j'avais pas vraiment envie d'une pomme faut bien que je l'avoue. Moi non plus. Alors je rajoute juste une industrie à tout ce que tu as dit. L'industrie de la publicité et du marketing. Elle est pas mal celle-là aussi. Sur internet,
Ah ouais, moi c'est parce que c'est mon ancien métier hein, sur internet, quand vous allez sur les réseaux sociaux, etc. Les publicités que vous recevez, elles sont ultra ciblées. Donc si vous vous renseignez par exemple sur comment perdre du poids, en fait vous allez voir, vous allez être asséné de publicités sur le sujet. Donc ça pousse aussi beaucoup forcément à consommer. Les fameux cookies qui portent bien leur nom en plus. Exactement. Ça s'appelle des cookies. Oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez nettoyer vos caches et vos cookies, hein, aussi bien sur le téléphone que sur votre ordinateur, aussi fréquemment que vous le souhaitez. Bon, voilà, petit aparté fermé. Alors, c'est vrai qu'il y a l'addiction aussi au sucre, au gras, mais en fait, moi, la plus grande addiction, je pense, c'est aussi tous les perturbateurs endocriniens qu'on peut y ajouter. Toi, on parlait des dérèglements hormonaux, donc ça peut être tous ces perturbateurs qui sont ajoutés et qui sont, qu'on connaît bien sous le nom de quelque chose. Qui sont sur le dos des paquets et le plus important c'est le glutamate. Pour moi c'est vraiment le pire, c'est un exhausteur de goût, donc il coûte beaucoup moins cher que le sucre et le gras, donc il est facile à remplacer dans les préparations. Et en fait le glutamate il va nous pousser à manger, il ouvre l'appétit et il fait qu'on ne peut pas s'arrêter. Ça a vraiment une empreinte, une action très importante sur le cerveau. C'est ce paquet de chips industriel que je vais ouvrir et puis je vais jamais pouvoir m'arrêter. C'est normal, dedans, j'ai parlé de perturbateurs endocriniens, mais le vrai nom, c'est des additifs alimentaires. Aujourd'hui, on a plus de 500 qui sont autorisés par le marché. Il y a une catégorie qui est verte, soi-disant, qui ne serait pas, qui serait naturelle et qui n'aurait pas d'impact sur le corps. Il y a une partie qui est en général classée orange, bon, c'est un impact modéré. Et puis il y en a qui sont rouge, attention, warning. Et tous ces additifs alimentaires ne sont pas forcément mis sur le dos des paquets. Donc nous, en tant que consommateurs, on est bernés et on ne sait pas forcément. Mais pour moi, c'est vraiment toutes ces choses non naturelles qui sont ajoutées dans des labos, comme tu l'as très bien dit, qui nous rendent aussi accros à la nourriture. Donc, comment s'en sortir ? Je crois que c'est ce que t'as... Enfin, voilà, comment faire le tri ? Bon, alors, je rentre dans des b.a.-ba, d'acheter des aliments les moins transformés possibles, magasin bio ou pas, en fonction de son porte-monnaie, et de faire attention à acheter des aliments où il n'y a pas plus de, 5 aliments. 5 ingrédients, pardon. Si on a plus, grosso modo, on repose le paquet, c'est que ça a été... On n'est plus sur de l'alimentation transformée, mais sur de l'alimentation ultra transformée qui va me rendre complètement accro. Si j'ouvre un paquet de bonbons, un paquet, je veux pas citer de marque, mais des choses dont on n'arrive pas, voilà, on en met un en bouche et puis on n'arrive plus à s'arrêter, ou un certain pot qu'on ouvre et qu'on commence à manger et puis c'est impossible, une pizza super industrielle, en fait c'est normal de pas arriver à s'arrêter, c'est ce que veulent les industriels. Et du coup pour moi un des moyens c'est de remplacer ces produits qu'on aime quand même par des produits qui vont être plus sains. Si je pense à la pâte à tartiner, peut-être que je peux troquer la grande marque de pâte à tartiner hyper connue pour une pâte à tartiner bio où dedans il n'y a pas d'exhausteur de goût par exemple. Ou alors la plus naturelle possible, ou sinon je la fais moi-même. Et déjà, on va voir que le comportement, il change, puisque en fait, c'est plus notre corps qui va driver notre comportement, mais nos émotions. Donc, on s'enlève quand même un gros poids. Et puis, c'est vrai que quand on passe ce temps, en fait, en cuisine, on apprécie les choses différemment que juste ouvrir un paquet quand j'ai passé mon temps à enfourner les biscuits, etc. C'est vrai que c'est plus la même valeur. Donc, c'est ça. Et si je veux ajouter un peu de vivant dans mon assiette, est-ce que tu conseilles d'ajouter un peu plus de cru ? Est-ce que tu conseilles d'ajouter des noix ? Si je vais un petit peu dans la nature, alors rapidement, hein, mais... Alors moi, je suis très... j'essaye de pas trop... imposer, on va dire, de nouvelles choses. Je pars sur l'alimentation de base de la personne. Oui, on rajoute le plus possible des légumes, on peut rajouter des noix, on peut rajouter des petits poissons si la personne n'est pas végétarienne. Donc, en général, mon grand conseil, on va dire que le conseil numéro 1, je suis pas forcément sur les légumes, sur le vivant, parce que ça, en général, c'est de l'acquis. Je suis plus sur, dans un premier temps, on va rajouter des aliments qui sont nutritifs et qui manquent. En général, il manque des protéines, le matin et le midi, et des bonnes sources de protéines. Donc, on fait de l'éducation sur ce que sont les protéines, d'où elles viennent, comment est-ce que je peux mieux les manger. Et on ajoute du gras, du bon gras. Donc là, tu parlais des noix. Oui, ça peut être des noix. Et on va dire qu'en étape 2,
Là oui, on retravaille l'assiette, on va mettre des crudités, du verre, des légumes, etc. Mais tout ça peut être connoté régime. Donc pour moi, c'est pas la première chose qu'on va aller moduler, puisque sinon on va retomber dans un énième régime ou cadre alimentaire. Dans un premier temps, on ajoute ce qui peut manquer dans l'alimentation, ce qui peut pousser le corps à avoir des pulsions alimentaires. Parce que quand on mange pas assez de protéines, quand on mange pas assez de bons gras, puis j'ai pas parlé de ces fameux féculents, quand on mange pas assez de féculents, et qu'on a faim parce que finalement le sucre c'est aussi le carburant de notre corps. Si le midi je mange de la salade verte avec je sais pas une tranche de jambon, et ben en fait c'est normal si à 15h je vais dévaliser les placards parce qu'en fait mon corps il a besoin de carburant et je l'ai pas bien rempli. Il y a ça en commun avec l'anxiété, moi j'en parle pas mal aussi, on veut aider la sérotonine, donc protéiner en début de journée, ça peut être une première étape, ouais, effectivement. Et pas de restrictions, pas d'interdits, tu parlais de la sérotonine et effectivement on doit donner le même conseil à 16-17 heures, c'est open bar, vous prenez un goûter sucré qui vous fait plaisir et moi je dis souvent mais je m'en fiche en fait que ce soit voilà tu parlais d'une pomme tout à l'heure, que ce soit une pomme, un fruit bio ou un gâteau de la boulangerie où en fait l'important c'est de remettre du plaisir et de mettre du sucre dans l'alimentation. Et une fois que tout ça s'est calmé, que je suis plus zen, que mon rapport à l'alimentation est beaucoup plus calme, alors oui on peut faire de l'alimentation santé, du vivant dans l'assiette, mais moi j'ai par expérience, avant je le faisais en début, on va dire en étape 1, maintenant ça arrive à la fin. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à protéiner le matin, parce que je suis vraiment un bec sucré le matin, je suis très française. Et j'ai fait des pancakes, et je me disais, mais c'est pas possible Camille, quand même, les pancakes, c'est le dimanche, c'est un truc plaisir et tout. Et ben non, je faisais des pancakes toute la semaine, parce que j'avais trouvé mon super mélange de farine et de protéines végétales, et qui marchait très bien. Et du coup, voilà, c'était la protéine et le plaisir en même temps. Ça a été la première étape. C'est finalement s'apprivoiser son alimentation. Moi, souvent, les propositions que je fais, je dis, en fait, je vous fais des propositions, mais tous les corps sont différents. Donc, il y a des personnes, ce qui va marcher pour elles, on parle de protéines, c'est de manger 2 œufs le matin. Et puis d'autres qui vont faire des pancakes comme toi, et puis ça va être très bien. Et d'observer comment est-ce qu'on se sent. Est-ce que si je mange sucré, si je mange protéiné, salé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à moi de trouver mon équilibre en fonction de qui je suis, de ce que j'aime, de mon rythme de vie, et de pas suivre un plan rigoureusement donné par une personne externe qui connaît rien à votre vie. Et puis franchement, honnêtement, ça change tout quand on se lève le matin, on a faim, on attend son petit déjeuner avec plaisir, on sait que ça va nous rassasier toute la matinée, il y a quand même quelque chose d'hyper satisfaisant là-dedans. C'est ça. Et c'est super important de parler de plaisir et d'alimentation qui est satisfaisante. Puisque on se dit aussi, oui, mais si je sors de l'alimentation émotionnelle, en gros, l'alimentation, ça va être quand même hyper ennuyant. Mais non, en fait, il faut que ce soit réjouissant. L'alimentation, c'est une grande source de plaisir. Et dans nos sociétés occidentales, la majorité d'entre nous, on a quand même cette chance inouïe de pouvoir s'alimenter à notre faim. Et que ce soit une source de plaisir et de contentement. Et c'est le rôle de l'alimentation aussi. On a la chance de pouvoir mettre l'alimentation dans cette case-là. Donc, profitons-en. Ouais, tu sais quand ça a hyper changé pour moi par exemple, et après on clôture le sujet du petit déjeuner, mais où je me disais, le samedi et le dimanche, j'avais pas besoin de changer de petit déjeuner. Maintenant, même le samedi et le dimanche, j'ai envie tu vois, du même. Exactement. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment le signe que j'ai trouvé ma routine qui vraiment me correspond, qui me nourrit en profondeur, qui ravit mes sens, voilà. Donc ma question pour toi, du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic pour t'en sortir de l'alimentation émotionnelle? Qu'est-ce que ça a été ce déclic? Et est-ce que ça a été un déclic ou est-ce que ça a été plutôt graduel, un processus? Ça n'a pas été, j'ai pas eu de déclic, j'ai ramé, j'ai galéré des années. Alors moi je m'en suis rendu compte très tôt qu'il y avait quelque chose qui tournait pas bien. Je me souviens que je pleurais beaucoup, par exemple au lycée, mes parents s'en sont inquiétés, voyaient bien que faire des régimes, ils me suivaient dans mes régimes, ils voyaient mon mal-être en fait, donc ils m'ont épaulée comme ils pouvaient, et j'ai été voir des psys, j'ai fait plein d'expériences, du coup ça a dû commencer je sais pas à mes 17 ans quoi, donc il m'en a fallu
fallu des années. Et après, il y a des années où c'était plus calme. J'ai suivi des psychothérapies. J'ai rencontré plein de thérapeutes divers et variés avec des techniques parfois complètement lunaires. Et on va dire que chaque rencontre, chaque expérience a fondé ma guérison. Donc ça a été un long chemin, franchement ça a été un long chemin de croix, ça a été douloureux, beaucoup de souffrance. Tu le disais tout à l'heure, ouais c'est génial, j'ai la solution miracle, donc montée d'adrénaline, ça y est je vais enfin m'en sortir, je vais enfin avoir la paix. Et puis en fait non, puisqu'en fait j'espérais que chaque technique, chaque expérience allait enfin m'apporter un déclic qui allait me faire en sorte que j'allais m'en sortir et que j'allais vivre normalement et paisiblement, sereinement mon quotidien. Donc ça n'a pas été le cas, hein, la baguette magique n'existe pas. Donc voilà, c'est au fil des années, au fil des rencontres, et ça a vraiment basculé quand j'ai arrêté de donner mon pouvoir dans les mains des autres, en pensant que oui, telle personne avec telle technique, ça allait super bien me correspondre. Et tout allait marcher. Je pense une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait fait de l'hypnose, mais alors qui était plutôt de l'ordre du charlatanisme, pas quelqu'un de bien formé. Je l'ai payé des sommes astronomiques en me disant, ça y est, elle va reset mon cerveau et puis je vais être débarrassée de tout ça. Bon voilà, quand j'ai changé d'optique, ça a fonctionné. Je suis restée en fait maître de ma guérison et de mon parcours de santé, parce que de toute façon, à part moi, il n'y a personne qui pouvait le faire. Et finalement, si on peut appeler ça un déclic, mais cette évolution où tu t'es dit, ok, c'est pas à l'extérieur de moi, c'est à l'intérieur de moi, ça a été des lectures, ça a été, comment c'est venu ça, cette prise de conscience, où tu t'es levé un matin et tu t'es dit, bon, maintenant... C'est plus ça, je crois, je me suis dit, non mais en fait, je vais rencontrer cette personne, mais tu sais très bien que c'est pas une magicienne, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, c'est moi qui tiens les rênes et c'est moi qui décide et personne c'est pour moi. Parce que chaque thérapeute, chaque accompagnant que je pouvais rencontrer avait aussi sa théorie sur le sujet. Mais en fait, c'est moi l'experte. Ouais, et puis t'es l'experte de toi, ça c'est sûr. Exactement. Et maintenant, voilà, ça fait quelques années, t'as vu pas mal de personnes, beaucoup de personnes qui viennent à toi avec ce sujet de l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu as un petit peu des grandes étapes ou des choses par lesquelles tu commences ou des points clés, en tout cas un petit peu des points de contact dont on ne peut pas se passer ou voilà. Et est-ce qu'il y a... Oui. Alors moi, la façon dont je travaille, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, c'est d'abord la clé du corps. Je trouve ça intéressant de remettre du vivant et de l'énergie dans le corps. On parlait tout à l'heure, par exemple, l'état des intestins. Ok, en fait... On va réparer les intestins, on va s'en occuper, comme ça la production de neurotransmetteurs va être meilleure, alors je vais déjà me sentir un peu mieux. Donc on fait de l'éducation sur le corps, on répare le corps et on apprend à en prendre soin du mieux qu'on peut. Et puis après, on va sur le versant de ce qui nous pousse à manger. On peut identifier ce qui se passe, faire de la psychoéducation pour comprendre ce qui se passe dans le quotidien et faire de la psychoéducation aussi sur les émotions, comment est-ce que je les accueille, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment est-ce que je peux bien la vivre, comment est-ce que elle va pouvoir me traverser. On peut aller aussi évoquer tout ce qui nous a traumatisés. Il y a plein d'événements traumatisants. Alors le trauma, c'est un énorme mot, mais en réalité, ça peut être moi qui a 10 ans et attendu la personne qui venait me chercher 30 secondes devant l'école, je me suis sentie abandonnée à l'intérieur de moi, ça a généré un énorme traumatisme et du coup j'ai une peur de l'abandon énorme et à chaque fois que je me sens abandonnée sans même l'identifier, je vais manger. Donc on peut aller revisiter aussi le passé pour se défaire de tout ça et se libérer de tout le poids qu'on trimballe depuis longtemps. Et il y a aussi autre chose qui me vient à l'esprit que je rencontre très souvent, c'est le stress et l'immédiateté. Là, ça va rejoindre le sujet sur lequel tu travailles, l'anxiété. Finalement, on est dans des sociétés où on vit à 1000 à l'heure et on ne prend pas de temps pour soi. Et on est déconnecté des choses manuelles, de respirer, de certaines activités qui nous ressourcent. Et on peut parler de 3 minutes par jour. On n'est pas obligé d'un seul coup de faire 1 heure de yoga tous les matins. Mais retrouver aussi ces laps de temps où on respire. En fait, on enlève des choses de notre quotidien pour pouvoir faire baisser la pression et mieux se sentir. Et ça aussi, il me semble, un grand apprentissage de vie dans le cadre de l'alimentation émotionnelle. Oui, ça rejoint ce que je voulais te poser comme question, mais effectivement, de peut-être se dire, là, je peux être 5 minutes sans rien faire et pas
attraper mon téléphone tout de suite. Quelque chose qu'on fait, hein, où j'ai une émotion, hop, j'attrape mon téléphone pour surtout penser à autre chose. Et selon toi, donc, on anesthésie ces émotions avec la nourriture, mais on sait qu'une émotion, quand on la laisse nous traverser, ça dure quelques minutes en fait, c'est pas voilà ce grand... Et pourtant on s'en fait une espèce de montagne, et on a tellement peur de ressentir, de traverser ces émotions. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on nous l'a pas appris. En Occident, c'est montre pas que t'es triste, il faut pas que tu pleures en public, fais pas une colère. On voit la gêne des parents quand les enfants font des colères enfants, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et dans le cadre, si on travaille dans le cadre d'une entreprise, ben, les émotions, il faut surtout pas les montrer. Donc en fait, on ne sait pas explorer ce monde-là. Et d'ailleurs, on sait pas forcément bien définir nos émotions. On a un champ sémantique qui est hyper restreint. Je suis triste, j'ai peur, je suis en colère, mais en fait il y a plein de nuances et il y a plein d'autres choses qui peuvent nous traverser. Donc on sait pas ce qui se passe, et puis il y a la peur aussi de perdre les pédales. Qu'est-ce qui va se passer si je suis mon émotion? Donc c'est plus facile aussi de s'anesthésier, puis c'est pas forcément des choses qu'on a envie de ressentir. Oui, sur le champ sémantique, je te rejoins. Moi, mon compagnon, c'est un grand anxieux, et je lui demande toujours, mais comment tu te sens? Et à chaque fois, sa réponse, c'est je ne sais pas. Il est incapable, et je crois que... Bon, je veux pas faire des généralités, mais je l'ai plus remarqué chez les hommes, en tout cas, qu'ils ont énormément de mal à mettre des mots sur je suis irritée, je suis frustrée, Chez les femmes aussi, je pense, mais effectivement, le champ sémantique, en fait, on sait même pas ce qu'on ressent, quoi. Non. Et c'est important que tu dises, je sais pas ce que je ressens, parce que c'est difficile aussi pour d'identifier qu'il se passe des choses dans mon corps. C'est une émotion, on a l'impression que c'est dans notre tête, hein, quand on connaît pas au début les émotions, alors qu'en fait les émotions, elles se jouent dans notre corps. C'est un message qu'envoie notre cerveau dans notre corps, c'est notre GPS de vie, hein, pour nous alerter qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il faut que je vive, qu'il faut que j'écoute, qu'il faut que je comprenne. Et tout ça, ça passe par des sensations corporelles. J'ai la gorge nouée, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui palpite, j'ai mal au ventre. Et après, on peut en déduire finalement ce qu'on ressent par la pensée. Mais avant tout, ça se ressent et ça se joue dans notre corps. Exactement. Et le fait qu'on puisse le ressentir dans notre corps, ça va aussi nous permettre de faire un step back en fait, et de dire ah ok, avant que notre cerveau il prenne le relais pour matcher plein de pensées voilà, négatives qui viennent justifier ce qui se passe dans le corps, effectivement. Et je sais et à entretenir. Oui, et entretenir, exactement. Et puis après c'est je sais jamais comment ça s'appelle en français, ce feedback loop en fait, où on est... Je connais pas de terme en français non plus, ce cercle vicieux. Oui, c'est ça, ouais. Ça naît dans le corps, et puis notre cerveau il vient justifier, et puis le cerveau ensuite il alimente, et puis on est dans cet engrenage, et puis on est le petit hamster dans sa roue, hein, finalement. Exactement, les émotions vont générer certaines pensées, et certaines pensées par anticipation vont gérer aussi des émotions, et ça c'est un truc hyper important à comprendre, c'est que... les émotions, on peut les générer par anticipation. C'est pas forcément je suis à un moment précis et je vis une émotion qui est très importante. Ça peut être je suis en train d'imaginer la réunion que je vais avoir avec mon manager en mode catastrophique, et là en fait je ressens une grande émotion, par exemple de stress, d'anxiété. Par anticipation, c'est mon cerveau qui, en créant un film, fait croire à mon corps que cette situation arrive et me génère énormément de stress. Et peut y avoir aussi des émotions accumulées. Nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup, notamment en EFT, en thérapie cognitive et comportementale. C'est que toutes les émotions qui ne sont pas vécues, en fait, c'est comme si elles étaient conservées à l'intérieur du cerveau limbique. Moi, j'aime bien, donc c'est une partie de notre cerveau qui est le siège de nos émotions. J'aime bien imaginer ce cerveau comme une grande bibliothèque dans lequel on va avoir plein de livres, plein de dossiers avec toutes les émotions qui n'ont pas été traitées, ou toutes les émotions qui ont eu un reflet assez intense dans notre vie. Et à chaque fois qu'on va vivre l'instant T, eh bien en fait on va vivre l'instant T, mais on peut aussi vivre toutes les émotions analogues dans des situations similaires ou pas, hein, qui ont juste eu la même intensité, toutes ces émotions que j'ai pas évacuées. Donc je vais me retrouver avec une intensité de 1000% alors que je devrais être à juste 100% de ce qui se passe. Et du coup, ça peut aussi expliquer le fait que j'ai besoin de la nourriture pour anesthésier tout ça, parce que concrètement, en fait, c'est ingérable, c'est invivable.
Ouais, exactement. Et pourquoi on veut pas y aller, on veut pas le traverser, parce qu'effectivement, on pourrait le traverser à 100%, mais quand c'est à 1000%, c'est juste trop, effectivement. Et on a peur de perdre les pédales, c'est ce que tu disais. Et c'est normal, ouais. Donc faisons-nous aider. Et puis je sais que toi, tu as pratiqué aussi un petit peu le breathwork, et moi, ça a été un de mes grands enseignements, je crois, du breathwork, c'est, bon, déjà de pas trouver de raison pourquoi je vais pleurer ou pourquoi je vais être en colère, parce qu'effectivement c'est dans mon cerveau limbique, c'est dans la bibliothèque, et puis à ce moment-là la respiration elle vient prendre un livre, et puis peut-être que ça a pas de sens avec ce que je vis là aujourd'hui, mais c'est ça qui a besoin d'être libéré. Et puis l'étape d'après c'était est-ce que finalement j'ai besoin de mots? Parfois quand on sort de la séance de breathwork on a eu toutes ces émotions et puis on n'a pas vraiment de mots en fait. Est-ce que j'étais triste, mais c'était pas vraiment de la tristesse, j'ai pleuré mais en fait c'était pas vraiment de la tristesse. Est-ce que je peux juste être en fait avec on s'en fiche. Voilà, avec quelque chose qui était peut-être inconfortable, mais je peux juste être avec ça et ok, et être reconnaissante et être heureuse de l'avoir ressenti, parce que je devais le ressentir, et puis je vais pouvoir avancer de façon un petit peu plus légère. C'est ça, et je devais l'évacuer, et du coup ça reprend le sens des émotions qui se vit plutôt dans le corps. En fait on est dans une société où on est énormément dans l'analyse. D'ailleurs on le voit dans la pratique des psychothérapies en France, c'est des psychothérapies qui sont beaucoup analytiques, et on n'est pas forcément sur des thérapies cognitives, des thérapies comportementales comme on le pratique beaucoup plus aux États-Unis. On est dans notre cerveau, oui mais pourquoi, etc. En fait on s'en fiche à partir du moment où le résultat est là. Donc que ce soit revivre une très grande émotion avec le breathwork, avec un massage, avec de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR, peu importe, à partir du moment où ça nous permet de nous alléger, de nous libérer de ce qui nous enquiquinait. Exactement. Est-ce que pour terminer, tu veux nous dire 2-3 mots sur ton livre, du coup, Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle ? Et avec plaisir, je te remercie Camille d'en parler. Alors ce livre, déjà il est a priori dans toutes les librairies. Moi c'est mon grand jeu quand je vais dans une librairie de voir s'il y est, donc vous pouvez le trouver partout. Il est aussi en version audio pour les personnes qui préfèrent écouter. Je trouve ça aussi agréable de pouvoir écouter plutôt que de lire quand on n'a pas forcément le temps non plus. Et c'est un livre qui est composé de 2 parties. Une première partie qui est plus explicative, le pourquoi du comment de l'alimentation émotionnelle, et vous pouvez vous balader dedans de façon ordonnée ou pas. Et puis la deuxième partie, c'est une partie qui est plus pratique. C'était très important pour moi, qui donne déjà des premières clés, des premières pistes de réflexion pour voir où on en est de l'alimentation émotionnelle et voir si on a envie ou besoin d'aller plus loin. Et voilà, j'ai adoré écrire ce livre. Ça a été une grande source de plaisir et de joie pour moi. Ça a été aussi un rite de passage, un rite de fin, de me dire ça y est, en fait, je mets un point final à tout ça et je peux passer à autre chose. Et j'aimerais vraiment qu'il puisse aider les lectrices et lecteurs à avoir le même cheminement, et que ça puisse en tout cas répondre à plein de questionnements. Merci beaucoup, il y a un vrai pouvoir de guérison dans l'écriture. Merci beaucoup Julie, merci pour cet épisode. Merci Camille, merci beaucoup pour ta présence et la qualité de ton écoute.